Jornril, une vie de racontard, l'ours. Quand on a passé 38 ans en expédition, on a forcément vécu des expériences différentes de celles d'un homme resté tranquillement chez lui. Et il arrive, en compagnie de quelques bons amis, que je me laisse aller à raconter une histoire. Et bien entendu, je m'efforce alors de la raconter telle qu'elle, sans rien ajouter ni enlever, enfin dans les grandes lignes. Lors d'un de mes récits, je m'aperçois à ma grande surprise que mes chers auditeurs se lancent des hochements de tête entendus et des sourires en coin. Signe que ce qu'ils sont en train d'écouter est sans conteste un énorme bobard. C'est toujours avec une grande tristesse de devoir reconnaître la bêtise et l'ignorance de ceux qui nous sont proches. De se rendre compte que ses amis sont le produit incurable d'un futur sans attrait, d'un présent sans substance et d'un passé oublié. Aucun d'entre eux ne connaît cette frontière fine comme un cheveu entre le mensonge et le racontard. Pour que ces petites anecdotes soient reçues avec le même esprit que celui dans lequel elles ont été écrites, je me dois d'affirmer ceci. Je n'ai absolument aucune raison de mentir. Ces histoires n'ont aucunement besoin des béquilles que peuvent être le mensonge ou l'exagération. Elles se débrouillent très bien toutes seules, même s'il leur arrive occasionnellement de faire un petit écart. Et à propos de ce qui va suivre, je souhaite que ce soit clair, une fois pour toutes. J'ai tiré un ours. C'était le mois de février, et le soleil était de retour dans le ciel du nord-est du Groenland après plusieurs mois d'absence. D'abord comme une lueur au sud, aux alentours de midi, puis au bout de quelques jours comme un quartier d'orange rougeoyant posé sur l'horizon, appétissant mais hors d'atteinte. C'est une période formidable. On retrouve un horizon dégagé, les chiens reprennent des couleurs, et le temps redevient une chose sur laquelle on compte. L'envie de grand voyage surgit, et ce printemps-là, nous partîmes faire des mesures sur la glace dans l'estuaire de Vegasund. Hugues était particulièrement ravi à l'idée de ce voyage. Il me raconta que sur la banquise près de la côte, à cette période de l'année, il y avait souvent des ours qui erraient et que j'avais de grandes chances de voir mon premier ours polaire. C'était ma première année au Groenland et par chance, je n'étais encore jamais tombée sur un vagabond blanc. J'avais terriblement peur des ours. Depuis le jour de mon arrivée sur la côte Est, j'avais été nourrie d'histoires d'ours blancs et aucun de ces récits ne parlait d'un ours amical ni même indifférent. Le simple fait de penser à ce rôdeur solitaire faisait se dresser les poils de ma nuque. Les ours étaient sournois, toujours affamés, toujours furieux, mortellement dangereux et malheureusement très futés. Ils pouvaient se rendre invisibles sur la glace en se cachant dans une congère, la patte sur leur museau noir. Ils attaquaient souvent depuis les collines de glace, en se laissant lourdement tomber sur le traîneau ou les chiens. Les ours étaient capables de réduire en miettes une cabane de chasseurs en quelques coups de patte avant gauche. Toujours la patte avant gauche, disait-on, car ils sont gauchers. Un ours polaire pouvait hurler à faire pisser dans son pantalon n'importe quel chasseur. Il savait nager comme un phoque, courir comme un lièvre et faire des bonds de 3 fois sa propre taille. À propos de leur taille, on la disait proche de celle d'un gros chien de traîneau avec un pelage conséquent. Multiplié par 6. Ça donnait un ours de taille moyenne. Jamais en dessous de 2,50 m, plutôt 3 ou 4 mètres. Voilà ce qu'on disait de l'ours blanc sur la côte. Et ce monstre se baladait toute l'année dans la région, se distrayait en brisant de petits crânes ronds de phoques, en cueillant des myrtilles et en bouffant des chasseurs et des explorateurs. J'étais terrifiée par les ours, je n'avais pas la plus petite envie d'en rencontrer un et me félicitais depuis mon arrivée de chaque mois passé sans ours. Le pire, c'était quand je voyageais seule. Je jetais des regards inquiets dans toutes les directions et à chaque arrêt, je prenais avec moi dans la tente le plus gros chien, nommé Pavia, comme garde du corps. Et j'attachais Anguistai, qui menait tous les autres chiens, au mât de la tente, en guise de sécurité supplémentaire. L'idée, c'était qu'en cas d'attaque inopinée, Anguistai foncerait dessus, faisant s'effondrer la tente, ce qui activerait immédiatement Pavia. Avec 2 chiens à ours sous tension, quelques mètres carrés de toile en tente et plusieurs haubans impliqués dans une bagarre, j'avais une petite chance de m'éloigner en rampant sans être vue. Et si malgré tout ça virait à l'aigre, je dormais avec mon fusil chargé dans les bras. Ce qui faisait dire à Hugues que si je ne me faisais pas dévorer par un ours, je mourrais sans doute d'une balle perdue. C'était durant cette période d'obscurité que la peur de l'ours approchait du célèbre vertigo polaire. Je pouvais, malgré la faible température de la tente, me réveiller baigné de sueur,
simplement parce que j'avais rêvé d'un ours d'au moins 4 mètres, avec de petits yeux rouges et furieux et une gueule qui pouvait avaler un homme adulte et son pactage, sans se fatiguer à le couper en deux au préalable. Voilà quel était mon rapport à l'Ursus maritimus lorsque Hugues et moi, à quelque distance de la terre ferme, trouvâmes des traces d'ours fraîches. Hugues décréta que les traces devaient être vieilles de quelques heures, ce que je contestais vivement. Personne n'était capable de dire si des traces avaient 2 heures ou 3 jours. Pour moi, elles étaient toutes pareilles. Des empreintes horribles, grandes comme des couvercles de marmite, avec de fines rayures à l'avant faites par les longs poils des pattes. Lever les pieds n'était pas au goût de la bestiole. L'ours était en route vers le bord de la glace, et quand Hugues se mit à sa poursuite, je le suivis, vu que nous étions sur le même traîneau. Les chiens s'empressaient, le museau dans la piste fraîche. Hugues était assis sur un côté, comme si rien de tout ceci ne l'atteignait, et moi-même je me tenais à genoux à l'avant du traîneau, à l'affût du tueur blanc. Il faisait un froid de canard, mais je sentais les gouttes de sueur former de petits torrents entre ma peau et mes vêtements. Et soudain, je le vis. Un gros lascar qui se trimbalait avec insouciance sur la glace, sûr de lui et de son talent unique pour anéantir tout assaillant. « Nanoc !» hurlai-je d'une voix aiguë. Hugues acquiesça, puis dit en riant « Tu l'as vu en premier, il est à toi. »« À moi ?»« Hop !» Nous avions 2 armes. Le vieux fusil de guerre ayant fait ses preuves au siècle dernier, qu'il me tendit, et la carabine à un coup Remington qu'adorait Hugues avec chien, verrou et munitions de 12 mm faites maison. « Lâche juste Pavia, suggéra-t-il, il va l'arrêter. » Je parvins à tirer Pavia jusqu'au cordage principal et défis son mousqueton. Le chien fonça tout droit sur le monstre avec un mépris de la mort dépassant totalement mon entendement. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait demi-tour au traîneau et j'aurais filé en priant pour que l'ours n'ait pas l'idée de nous suivre. L'ours tourna sa petite tête et nous lança un regard bovin. Puis il s'assit et balança son long cou d'un côté à l'autre, comme s'il se réjouissait de la rencontre imminente avec Pavia. Par sécurité et sur le conseil d'Hugues, je détachai 2 chiens supplémentaires qui foncèrent immédiatement en renfort de leurs collègues. Le premier hurlement de la bête dota des ailes aux chiens restants. Nous foncions à toute vitesse droit sur la bagarre. L'ours était irrémédiablement coincé. Chaque fois qu'il tentait de se tourner pour filer, il avait un chien aux fesses, et quelle que soit la vitesse à laquelle ses coups partaient, il n'atteignait que de l'air. Les 3 chiens étaient des chasseurs d'ours expérimentés, et savaient exactement jusqu'où ils pouvaient aller. Je parvins enfin à stopper le traîneau, à une centaine de mètres de l'ours. Je descendis et me tournai vers Hugues. Il restait assis. Il avait attrapé sa pipe et son tabac et se préparait à l'allumer. « Vas-y et tue-le, dit-il sans lever la tête. Il est pas très gros. » Pas très gros ? Il surplombait les chiens comme un phare. Je fis le tour du traîneau et me positionnai. « Pas de là, conseilla Hugues, tu vas toucher un des chiens. Approche-toi un peu, il fera rien. » Très lentement, à pas raide et avec le cœur au fond des camiques, je m'approchai de la bête. Après une vingtaine de mètres, je me retournai et lançai un regard suppliant à Hugues. J'entendis le mot « canigdlivok » qui, je crois, voulait dire que je pouvais m'approcher encore. Mon collègue était toujours absorbé par sa pipe, sa carabine dépassant du sac du traîneau. « Nanouniac » cria-t-il en riant. Cela voulait dire « chasseur d'ours », et son rire semblait suggérer qu'il y avait quelque chose de comique dans ce titre. Je fis halte à une 50aine de mètres du monstre. Rien n'aurait pu m'amener plus près. La créature me regardait fixement, et mes jambes se mirent à trembler quand je croisai son regard. Ses yeux étaient injectés de sang par la rage, et j'étais proche de l'évanouissement quand il ouvrit la gueule pour pousser un rugissement de bienvenue si terrifiant que même les plus vieux chiens chasseurs d'ours tendirent l'oreille. Sans même m'en rendre compte, je levai le fusil et regardai le long du canon pointé sur la tête blanche. Mon doigt se crispa sur la détente jusqu'à ce qu'elle fasse un clic. Un clic très clair et distinct. Un froid glacial se répandit depuis ma nuque tout le long de mon dos. Totalement terrifié, je regardai d'abord le fusil, puis Hugues. Il venait d'allumer sa pipe. Il la sortit de sa bouche et hurla. « Le levier d'armement !» Il secoua la tête et gloussa encore une fois. « Nanouniac !» Le verrou était bloqué, et cela me prit une éternité pour le tirer et insérer une balle. Puis, le regard vissé sur l'ours, je fis feu. Je sentis le recul dans mon épaule et entendis le fracas se répandre comme une douce euphonie. L'ours m'observa, surpris. Puis, il porta un regard irrité sur la hanche que mon projectile avait touchée. J'avais pourtant visé la tête, cette fois encore.
Un long et terrible cri roula sur la glace jusqu'au bord de la banquise. L'ours repoussa d'un coup tous les chiens. Il tomba à quatre pattes, se rassembla et d'un seul bond réduisit de moitié la distance qui me séparait de lui. Je le fixai, paralysé par la peur, le canon du fusil pointé en l'air. L'ours se rassembla une fois encore, et à l'instant où il se dépliait pour venir s'écraser sur moi, un coup de tonnerre retentit. La carabine Remington d'Hugues avait parlé. La grosse balle toucha l'ours entre les deux yeux, et celui-ci tomba docilement sur le côté, raide mort. « Ne t'approche pas de lui !» cria Hugues. Un conseil parfaitement superflu. Il se leva, rechargea sans hâte et s'approcha prudemment de la bête. Une fois certain qu'elle était vraiment morte, il sortit son couteau à dépecer et commença à l'ouvrir. « La peau est à toi, ton premier ours. » Puis il enfouit sa tête dans la capuche de son anorak, où il pouvait discrètement rire tout son soûl. La peau me revint donc, et je l'ai toujours. J'ai tiré un ours, mais je ne l'ai pas tué. Quand je regarde cette peau, parfois, j'entends la voix d'Hugues proposer qu'aucun d'entre nous ne raconte jamais cette chasse à l'ours. J'étais nanouniaque, même si j'aurais préféré l'éviter, et ne devais pas perdre la face. Hugues tint parole, jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Moi-même, j'ai gardé le secret jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que perdre la face n'ait plus grande importance.